Nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, 2 morts après l'explosion d'un véhicule à la frontière canado-américaine. Les gouvernements sont sur le qui-vive. Pas de nouvelle grève prévue pour l'instant, affirment les représentants du Front commun, disant vouloir laisser le temps aux négociations de se poursuivre. Une cérémonie d'hommage national pour Carl Tremblay au lieu de funérailles nationales. Les Québécois pourront l'honorer dès la semaine prochaine. Et Biden, le président américain, salue la mémoire de John F. Kennedy. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est cette nouvelle qui retient beaucoup l'attention depuis un peu plus d'une heure. Une explosion massive a eu lieu tout près d'un poste frontière, à la frontière du Canada et des États-Unis, sur le pont Rainbow. Faut comprendre que dans l'est du Canada, il y a 4 ponts qui font office de poste frontière entre le Canada et les États-Unis. Et il y a 2 personnes qui sont décédées suite à cette explosion. Pour les gens moins familiers, c'est celui de Niagara Falls, essentiellement. Oui, celui qui relie comme Buffalo, Niagara Falls, là, qui est dans cet endroit-là. C'est vraiment un pont sur lequel on passe, là, qui traverse une rivière. Et sur l'autre côté, d'un côté comme de l'autre, on a des postes frontières du Canada et des États-Unis. Et vraiment, là, c'est un poste frontière américain qui a été vaporisé là, par l'explosion, là, ni plus ni moins. Massive explosion qui a causé la fermeture tout d'abord, bien sûr, de ce pont-là, mais également des 4 ponts dans la région, 4 ponts frontaliers, Lewiston-Queenston, le Rainbow Bridge, donc celui où l'explosion est survenue, Whirlpool Rapids Bridge et le Peace Bridge, qui sont tous fermés dans la région à la demande du gouvernement américain. D'ailleurs, ça a été assez important. Et je viens de voir un message Twitter, là, X, de Pablo Rodriguez, le ministre des Transports du Canada, qui dit que pour l'instant, par mesure de précaution, malgré qu'il n'y a pas eu d'autres événements, par mesure de précaution, les ponts restent fermés jusqu'à ce qu'une nouvelle annonce soit faite. Il dit avoir parlé avec son homologue américain, donc la décision semble avoir été prise. Bon, je veux dire, ça semble avoir été prise d'un commun accord, ou bien les Américains, ils ont dit, nous autres, c'est ça qu'on veut, puis ça va être ça, puis c'est tout, là. Oui, quand il est question de sécurité nationale, on sait que les Américains badinent. C'est pour ça mon commentaire, là. Ouais, voilà, les Américains badinent peu. D'ailleurs, on a fermé l'aéroport là, de Buffalo, l'aéroport international qui a été fermé là, jusqu'à nouvel ordre dans ce coin-là aussi. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont déjà commencé à spéculer sur ce que ça pourrait être, bien que les autorités, elles, restent floues pour l'instant. Il y a entre autres le chef de l'opposition officielle au Canada, le Pierre Poilievre, qui lui a parlé tout de suite d'attentat terroriste, là, immédiatement, en qualifiant l'événement, tandis que ça semble être... Si j'étais un politicien, j'aurais été plus prudent. Oui, voilà. C'est clairement une hypothèse. Les services américains là, de antiterrorisme s'en sont mêlés de l'enquête. Mais moi, ce que je vois, quand je vois le descriptif, puis j'ai pas toutes les informations, mais ça pourrait être un bête accident. Ça pourrait être un suicide, quelqu'un qui l'échappe complètement, qui vire fou, qui fonce dans... Parce que le seul témoin visuel là, qui a raconté à des médias américains ce qui s'est passé parle d'un véhicule qui arrivait, mais à très, très, très grande vitesse. Là. Ouais. A foncé, comme on dit dans le tas, des barrières à grande vitesse. Selon le média ABC News, semble-t-il, c'est un véhicule qu'on avait comme écarté pour fouiller plus amplement, puis qui se serait mis à accélérer en fou, puis qui serait rentré là, dans le poste frontière jusqu'à le faire exploser. Donc, 2 décès pour l'instant dans l'explosion. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait carrément avoir... si tu fonces à cette vitesse-là, l'auto explose, pas nécessairement parce qu'il y a des explosifs dedans, ça peut être juste l'essence, la force de l'impact, l'essence. Oui, effectivement. Il faudrait demander à des experts en reconstitution à ce moment-là. Puis j'imagine que c'est ce qui va être fait aussi là, dans l'enquête avec la collaboration. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un acte terroriste, et surtout dans la période qu'on vit, on ne peut pas l'exclure. Et je comprends bien que les autorités américaines l'enquêtent tout de suite. Oui. Mais on peut pas l'affirmer. Là. Il n'a pas été revendiqué, c'est pas clair qu'il y a une motivation politique, donc il reste une zone de flou à l'heure où on se parle. Oui, et le premier ministre Justin Trudeau, d'ailleurs, a dû quitter là, la Chambre des communes de manière urgente là, lorsqu'on est venu l'avertir de l'événement. Lui qui a quitté, là, s'est excusé, est allé prendre en charge la situation d'un autre côté. Donc, ce sera à suivre là, pour avoir un peu plus de détails, bien évidemment, sur cette histoire. Mais c'est sûr que quand on parle d'un poste frontalier, là, d'un poste frontière, on niaise pas avec le POC, là, en bon québécois. Exactement. Surtout à la veille du Thanksgiving. Oui. Pour les Américains, là, aéroport, poste-frontière, tout ce qui est voyage et déplacement, c'est le Thanksgiving demain. C'est bondé, là. Les gens voyagent plus au Thanksgiving qu'à Noël aux États-Unis. C'est la plus grosse fin de semaine sur 4 jours, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On se visite, on se voit entre familles, on va magasiner, on se promène, on visite le pays. C'est un moment de fort déplacement. Alors, c'est un moment où les Américains doivent être particulièrement nerveux, là, tu sais, un poste-frontière. Oui. Donc, si c'est juste un accident, OK, mais c'est
Donc, tout ça arrive à un moment où on va mettre les bouchées doubles pour avoir l'heure juste. Oui, pour avoir l'heure juste. Puis aussi, c'est une leçon qu'on a tirée des manifestations des camionneurs, là, soi-disant Convoi pour la liberté. On se souviendra, ils avaient bloqué un de ces ponts-là momentanément. Puis ça coûte, là, quand il n'y a pas de déplacement entre les deux pays, des millions, des centaines de millions, parfois des milliards, là, l'économie qui en souffre lorsque c'est bloqué trop longtemps. Donc, il faudra parier que l'enquête va devoir avancer rapidement si on veut pouvoir réouvrir là, ces postes frontaliers-là. Si on revient maintenant au Québec, c'était une deuxième séquence de grève qui s'amorçait cette semaine sur 3 jours. Et les représentants du Front commun, aujourd'hui, ont affirmé, là, de part entre autres, la bouche du président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, Éric Gingras, qu'on va laisser place aux démarches des conciliateurs pour l'instant dans ce dossier-là. Et donc, on n'a pas annoncé de nouvelles journées de grève, comme ça avait déjà été le cas par le passé. Là. Il y avait eu des premières journées, puis lors d'une journée de grève, on annonçait déjà une autre. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut laisser le temps au conciliateur, qui a été nommé d'ailleurs là, en début de semaine par le ministre du Travail, Jean Boulet. On veut lui laisser le temps de faire son travail. Mais on avertit déjà, on va pas attendre des semaines, qu'on dit dans ce dossier-ci. Est-ce que ça représente peut-être une vraie opportunité pour une fois là, de faire avancer là, les débats, Mario? Oui. En fait, je pense... Je suis pas toujours doux avec les chefs syndicaux. Là, des fois, ils me choquent. Là, je vais souligner leur sens de la responsabilité. Moi, je pense que les chefs syndicaux sont un peu inquiets de la tournure que ça prend. En fait, ils voulaient avoir des membres mobilisés qui participent aux assemblées, qui participent aux lignes de piquetage. Je suis convaincu qu'ils sont contents de ça. Mais moi, j'entends les syndiqués, en colère, pour toutes sortes de raisons, dire, ben là, nous, on cède pas, là. Je veux dire, il y a beaucoup de syndiqués qui se disent, ben là, on a l'appui du public, comme on l'a jamais eu dans l'histoire. On passe à la caisse, là, et donc, ce qu'on a demandé, c'est ça qu'on veut, là. Tu sais, c'est plus une négociation, là. C'est comme si tu voulais vendre ton auto sur les petites annonces, puis t'écris, tu coches la case prix ferme, là, tu sais. Ouais, tu t'es pas ouvert à négocier. T'es pas ouvert à négocier. Et là, je pense que les chefs syndicaux, ils se disent, non, mais là, c'est pas ça l'exercice, c'est une négociation, là. Fait que là, eux-mêmes, je pense se rendre compte que bientôt, ils vont devoir amener dans leurs instances une proposition, je sais pas, moi, un mi-chemin, 2,4 %, puis la deuxième année un peu moins, puis une clause, par limite, une clause d'adaptation à l'inflation, mais qui sont quand même pas ce qu'ils ont demandé, puis pas vraiment proches, parce qu'ils ont demandé vraiment beaucoup. Exemple, le Front commun, ils demandent 20 % sur 3 ans. Ils n'auront pas ça, ils n'auront pas vraiment proche de ça, je pense. Et là, les chefs syndicaux doivent se dire, ouais, là, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on commence à préparer notre monde à l'idée que c'est une négociation qui est en cours. Là. Donc, même si on a l'appui du public, le gouvernement ne nous donnera pas tout ce qu'on veut. Ça nous donne une marge de manœuvre. On va peut-être gagner certains points. On n'aura pas tout ce qu'on veut. Alors, j'ai trouvé qu'on était dans une sorte d'apaisement, là, de laisser travailler le conciliateur. Donc, je souligne la responsabilité des chefs syndicaux. Écoute, peut-être que ça mènera pas plus à une enquête, à une entente. Peut-être qu'on va se retrouver dans un scénario de grève générale illimitée quand même dans 2 semaines. Mais en tout cas, ce matin, on a entendu tout à coup une volonté plus réelle de négocier, puis ça faisait du bien. Oui, puis surtout que c'est un jeu d'équilibriste au final, Mario, parce que s'ils ont, pour l'instant, l'appui du public, si ça venait à durer trop longtemps, des grèves avec des enfants qui vont pas à l'école, est-ce que ça pourrait fâcher les parents? Peut-être. Moi, je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai jamais vu un tel appui du public. Moi, aujourd'hui, j'en ai vu. Je voyais des gens manifester. Quand j'ai marché de TVA j'ai marché à pied, là, de TVA jusqu'à la cérémonie pour la Coupe Grey, la fête pour la Coupe Grey au centre-ville. Je suis passé devant un lieu où il y avait des manifestants. Écoute, ça klaxonnait, je pouvais pas croire. Là. C'est presque 2 personnes sur 3 personnes sur 4. Alors, les syndiqués sont vraiment très motivés. Ils sont là, on est hier, même en fin de journée, je suis passé tard en fin d'après-midi. Il y avait encore, juste avant de m'en venir ici, il y avait encore plein... Parce que souvent, les lignes de piquetage, j'en ai vu souvent dans ma vie. Tu sais, le matin, à 8h30, tout le monde est là. Puis une couple d'heures plus tard... À 9h20, ça va chercher du café, puis la plupart ne reviennent jamais du café. Là, dans le sens que ça disparaît. Puis après ça, il reste les plus militants, puis les plus motivés, puis ceux qui sont sur le conseil de direction du syndicat restent à son 7-8. Là, c'est beaucoup de gens mobilisés avec un public qui les appuie. C'est ça la réalité. Mais malgré toute cette mobilisation et cet appui du public, je continue de dire, c'est une négociation, le mot le dit, ils n'obtiendront pas 100% de ce qu'ils veulent. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
C'est une question qui flottait dans l'air depuis le décès du chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay. Cérémonie de funérailles nationales ou pas? On a obtenu réponse aujourd'hui. Ce ne sont pas des funérailles nationales, mais une cérémonie d'hommage nationale qui va être mise en place pour Carl Tremblay dès mardi 28 novembre prochain, 19h. Ça va se faire au Centre Bell à Montréal avec un nombre de laissez-passer qui vont être distribués là, dans la population, là, littéralement comme des billets pour aller assister à un spectacle parce qu'on comprend que l'appui, la foule qui va vouloir se déplacer pour voir Carl Tremblay, mais va être massive. Et là, je comprends que c'est Ticketmaster qui a été mis en charge de la distribution. Mais ouais, drôle de système. Mais est-ce qu'ils vont être gratuits? De ce que je comprends, oui. Ça va se mettre en vente. Mais, comme le gouvernement n'a pas de système de distribution de billets pour gérer le premier arrivé, premier servi. Ouais, on a comme demandé au Centre Bell de gérer ça avec Ticketmaster. Ouais. Parce qu'eux, ils ont le système pour ça. Puis ils mettent le monde en attente dans le système informatique. Puis... Oui, puis il y a fort à parier que la demande va être très forte. Et là, c'est en accord avec sa conjointe, Marie-Annick, elle est aussi membre des Cowboys fringants, tous ses proches, qu'on va faire cette cérémonie d'hommage national. Puis on a expliqué que ça a le même statut que les funérailles nationales, mais que la famille, en gros, voulait pas de cérémonie religieuse. C'est vraiment ça la différence dans cette histoire-ci, là, parce que qui dit funérailles dit procession, église, cérémonie et tout le tralala, alors que là, on veut vraiment faire une cérémonie qui ne sera pas celle donc religieuse en tant que telle d'office, donc puis va avoir le même statut. Là. C'est ce qu'on a dit du côté du cabinet du premier ministre François Legault qui a lui-même annoncé donc la nouvelle parce qu'on avait offert à la famille de Carl Tremblay les funérailles nationales. Ce sera donc cette cérémonie qui va se tenir. Puis ça a été souligné d'ailleurs par plusieurs ministres, entre autres Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui ont dit que c'était intéressant de faire ce type d'hommage-là qui allait être différent des autres. Semble-t-il que c'est Lise Payette également qui avait eu là une cérémonie de ce même type-là lors de son décès, entre autres, là, qu'on avait organisé. Donc, les Québécois, les Québécoises qui vont pouvoir rendre un dernier hommage à Carl. Et je voyais aussi que pour les gens qui n'ont pas l'intention de participer à une cérémonie comme ça, mais qui voudraient écrire un message et qui se rendent aux proches, sur québec.ca/condoléances, le gouvernement a ouvert une espèce de registre public là, comme un livre de condoléances. Comme un grand livre d'or collectif là, en ligne là, sur lequel les gens peuvent aller inscrire des messages et on assure qu'ils seront transmis aux proches. Ouais, quelle belle initiative, sincèrement. Pour la technologie le permet, c'est super simple et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller porter leur message. Ce matin, avant tout cela, c'est un sondage qui est venu peut-être réveiller le premier ministre François Legault ce matin. Sondage de Palace Data qui a été publié, entre autres, dans l'actualité tôt ce matin, qui démontre que dans les intentions de vote, c'est pas la CAQ qui domine, selon ce sondage, ce serait plutôt le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui se hisse à 30% d'appui contre 24% pour le gouvernement en place. Là. C'est une baisse de 10 points par rapport au dernier sondage en septembre dernier de la même firme, ce qui mène à croire, ou qui pourrait bien évidemment mener à croire que certaines dernières décisions, dont les fameux matchs des Kings de Los Angeles à Québec, matchs préparatoires, ont peut-être une incidence autour de tout ça. Mais en même temps, le sondage a été fait, cette décision-là était à peine annoncée. En fait, je vais dire deux choses. D'abord, moi, j'ai déjà prédit qu'on s'en allait vers ça. Fait que je peux pas vous dire aujourd'hui, j'en reviens pas. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Le PQ qui passe premier, la CAQ qui passe en arrière, la CAQ qui va très, très mal dans les sondages. Ça se sent, ça s'entend sur la rue. Ceci dit, je reste prudent avec celui-là. Palace, là, oui. C'est une firme, là, on nous explique, c'est quelqu'un de Main Street qui avait déjà sa bonne marge d'erreur, au Québec, entre autres, qui sous-estimait tout le temps. Et souviens-toi, à l'élection, il sous-estimait toujours Québec solidaire, mais énormément. Et là, c'est quelqu'un de Main Street, ils se sont séparés, puis là, il y en a un qui est parti sa propre firme à Toronto. Je suis allé sur leur site Internet ce matin. Tout est en anglais, hein? Pas un mot. Tu sais, d'habitude, il y a un petit onglet FR, puis des fois, tu te rends compte que c'est pas tout qui est traduit, tu sais, qu'il y a des bouts qui sont pas... Non, eux autres, il n'y a rien. Il n'y a même pas un mot en français. Donc là, tu as un sondage entièrement québécois où il faut que tu ailles sonder, là, tout le Québec, là, le monde de Bécomo, de Chibougamau, de Rivière-du-Loup, avec une firme qui fait des robocalls, qui marche juste par robocall, qui est déjà le moins fiable, puis qui n'a pas un cadre ou qui n'a pas d'employé en français. Le magazine de l'actualité nous dit, là, nous autres, on s'est assuré de la partie français. Écoute,
Je doute pas de la bonne foi, mais je doute pas du sérieux. C'est une firme qui, quand même, commence à faire son nom au Canada anglais. Je vous dis juste, je reste prudent. Je reste prudent pour une deuxième raison. C'est une firme qui n'a pas d'historique. T'sais, moi, j'aime une firme de sondage quand je suis capable de dire, OK, aux dernières fédérales, ils se sont trompés. Aux dernières québécoises, ils étaient précises. À l'avant-dernière, ils étaient précis. Pour voir à quel point on est dans le champ, la marge d'erreur. T'as une firme qui n'a jamais sondé une élection où je peux, moi, mesurer, comparer leurs résultats avec des vrais votes pour voir, OK, sont-ils fiables ou pas? Bon. Donc, prudence sur la firme, mais tout à fait logique. Ça va super mal à la CAQ et le PQ est en montée. C'est la tendance qu'on sent. Oui, et puis le premier ministre François Legault s'est exprimé bien à sa manière, Mario, là, ce matin, en parlant là, du fait que les Québécois sont fâchés contre lui. C'est vraiment les mots qu'il a utilisés en disant... Mais c'est-tu quoi? Il y a des gens qui... Mais c'est les mots qu'il a employés, là. C'est sûr que je sens. Moi, là, mais c'est populaire aussi. Mais moi, c'est ce que j'entends sur la rue, là, que les gens sont fâchés contre le gouvernement. Mais vraiment, là. Oui. Qu'il y a une colère, puis sur toutes sortes d'enjeux. Là. On est vraiment dans la myriade d'enjeux, puis les négociations, puis les Kings de Los Angeles. Je continue de penser que dans une année où l'économie est dure, l'inflation, on a de la misère à arriver, on va négocier avec le secteur public, on offre 10 % aux infirmières, aux enseignants, l'augmentation de salaire de 30 % d'un coup sec des députés. Ça a changé l'atmosphère, Oui, hein, c'est quelque chose, ça, quand même, qu'il faut pas oublier, parce que ça revient beaucoup. Hein. Puis, c'est comme si à partir de là, François Legault est comme passé du gars que c'est pas facile de gouverner. Il fait son possible, ce dossier-là, il a manqué son coup, mais on y pardonne parce que... Puis il s'excuse, puis on passe à autre chose. C'est dur de gouverner, puis on voudrait pas être à sa place. Bon, là, ils se graissent entre eux autres, puis veut dire, eux autres, ils se donnent 30 %, mais le reste du monde, on l'a pas. Il y a comme tout un ton qui a changé. Et sincèrement, si j'étais à la CAQ aujourd'hui, je me demanderais est-ce que c'est réparable. Puis là, après ça, est-ce que est-ce que c'est réparable? Là, ce soir, ils ont un caucus. Ça va être un moment clé. Est-ce que François Legault va être capable de réunifier son caucus? Parce que là, on a l'impression que d'ici une couple de semaines, d'ici Noël, il va y avoir des démissions. Des gens de son caucus vont quitter. Il y a des députés qui ouvertement parlent contre le premier ministre, parlent contre sa décision dans le dossier des Kings. Oui. Donc, c'est pas un député qui dit ce que fait le gouvernement, là, mon gouvernement, c'est contre mes valeurs. Parce que c'est les mots qui ont été utilisés, Mario, tu m'ouvres la porte, par le député Beauceron, Luc Provençal, entre autres, là, qui est un des députés de la CAQ qui est considéré comme le plus à droite, si on veut, le plus conservateur économiquement. Mais lui, il est rendu à 3 grosses fois qu'il est insatisfait. Ça a l'air qu'il n'avait pas tant que ça aimé la gestion de la pandémie. Le troisième lien. Il est venu furieux sur le dossier du troisième lien, et là, il dit que c'est contre ses valeurs de mettre de l'argent pour les Nordiques. Ben, ce qui attire, d'ailleurs, des gens qui pourraient y voir une belle opportunité d'affaires, je vais mettre ça en gros guillemets, ben, c'est bien évidemment le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui se cherche toujours une porte d'entrée, du moins une deuxième porte d'entrée. Là, on se souviendra qu'il avait réussi à faire tourner de veste là, Mme Sanson dans son premier mandat, ouais. Exactement, dans son premier mandat. Et là, qui ouvertement, là, en entrevue, M. Duhaime, à la presse, entre autres, a dit « Oui, moi, j'aimerais que le Beauceron Luc Provençal vienne rejoindre mon équipe. C'est grâce à lui. » Puis il l'a encensé, là, grassement, Mario. Il a dit « C'est grâce à lui s'ils nous ont battu 202 voix contre notre candidat. Si c'était pas de quelqu'un de la qualité de M. Provençal. » Il est allé épais, mais quand même, on voit déjà qu'ouvertement, il est en train de tendre à nouveau une invitation à des députés caquistes qui pourraient décider là, de se joindre à un autre caucus, soit celui du Parti conservateur du Québec. Mais dans ce cas-là, c'est pas se joindre à un caucus, ce serait devenir le caucus. C'est vrai. Parce qu'il y en a 0. C'est vrai. Il deviendrait le caucus. L'État, c'est moi. C'est vrai. Ça pourrait devenir exactement comme ça, Mario. Mais bon, on voit qu'il y a de la grogne, qu'il y a des gens qui sont prêts à en profiter aussi. Comme tu le dis, le caucus, c'est ce soir, tu te dis, le caucus? Ouais, en fait, il y en a eu un hier, ça a brossé un petit peu, mais c'est parce que les caucus de jour, c'est comme juste, là, tu repasses les affaires vides de la période de questions. C'est un caucus bref, là. Puis aujourd'hui, il y a eu le Conseil des ministres le mercredi. Exact. Donc, la version longue d'un caucus où on prend le temps de jaser, de faire le tour des dossiers, c'est le mercredi soir. Et si j'étais François Legault ce soir, là, je ferais un caucus, là, j'amènerais des sandwichs en masse, puis des bouteilles d'eau, puis des petits biscuits, puis des bouteilles d'eau, puis je dirais, là, on reste jusqu'à minuit s'il faut, mais on vide les questions, on se parle, on fait notre stratégie, en fait. Pas pour tout de suite, la CAQ est coulée là, pour plusieurs semaines, mais disons, mettons, à partir de Noël, on va se reposer à Noël, puis pour 2024, on repasse sur des nouvelles bases, avec des nouveaux dossiers, on va se reconcentrer sur quelques grandes priorités, mais il faut qu'il arrête l'hémorragie là, des députés qui sortent publiquement à critiquer le gouvernement, là. Économie.
Dans les nouvelles financières, on finit souvent par parler de la SAQ, Mario, qui est un gros joueur dans notre économie québécoise quand même. Mais là, c'est pas pour ses ventes, c'est pas pour ses bonnes performances, pour des prix en hausse, non. C'est pour des vols qui ont été commis à l'intérieur de la SAQ. C'est nos collègues du journal qui ont fait une demande d'accès à l'information pour savoir exactement qu'est-ce qui se vole comme bouteille au sein des employés de la SAQ. Parce que là, on parle pas du vol à l'étalage. On parle d'un phénomène qui existe dans les entreprises de se faire voler par ses propres employés. Oui, et on apprend que dans l'espace d'à peine 10 ans, c'est plus de 1269 bouteilles qui ont été volées. Puis pas volées pour quelques sous, Mario. Au-dessus de 116 000 $ de vols ont été faits par les employés à coups de bouteilles de vin puis de bouteilles d'autres spiritueux dans la SAQ. On se rappelle, il y a au-dessus de 7200 employés dans l'ensemble de la SAC. Et on dit que en 2021-2022, par exemple, il y a eu un vol, on va le dire, assez audacieux, merci. Ouais, parce que dans le fond, l'histoire, quand on dit t'as 1200 vols, 1269 vols... Oui, bouteilles. Bouteilles, oui, c'est ça. Essentiellement, c'est un gros événement, parce que pour le reste, je te dirais quasiment que c'est pas assez. Si t'enlèves cet événement, le 1000 bouteilles dont tu vas nous parler, tu dis, OK, ça fait pour les 9 autres années 269 bouteilles. C'est pas si pire. Soit que c'est très, très, très bien géré, ou soit qu'ils ne voient pas toutes, là. Il y en a qui passent pour des bouteilles cassées ou je sais pas quoi, mais tu sais, je sais pas. Oui, parce qu'en 2021-2022, il y a 10 employés, là, à eux seuls, qui avaient volé 1000 bouteilles. Là. Un dossier avait déjà été rapporté, entre autres, dans la presse, dans d'autres médias, où on avait pu voir un gros vol massif. Et des belles bouteilles, là. Cette fois-là, ça avait coûté cher. Ouais, on comprend que c'est pour ça que le montant monte en haut de 116 000 plus tôt. Donc, on dit du côté de la SAQ qu'on prend ça au sérieux, qu'on veut analyser les données, puis être certain. Là, d'ailleurs, je les ai contactés pour les recevoir en entrevue, puis on dit, regardez, c'est beaucoup de la sécurité interne, on veut pas commenter là-dessus, mais on prend ça au sérieux. Mais quand même, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se commet là, dans les rouages de la SAQ. Le Monde. Qui dit 22 novembre dit assassinat de John F. Kennedy, une date qui est restée gravée dans l'histoire, 1963, ce qui fait que c'est 60 ans après, là, aujourd'hui, mais qu'on rend une fois de plus hommage au président américain assassiné à Dallas. John F. Kennedy, qui est devenu, bien sûr, une figure mythique dans l'histoire des États-Unis, là, de son vivant comme dans la mort, alors que son assassinat a été ce qu'on appelle la mère de toutes les théories du complot, un sujet qui m'intéresse toujours. Il y a même eu des films dans le cas l'idée, est-ce que quelqu'un aux États-Unis aurait pu vouloir se débarrasser du président? Oui, et là, on rendait hommage à John F. Kennedy aujourd'hui du côté du président Joe Biden, là, qui a souligné la mémoire d'un héros de guerre, un sénateur, un homme d'État. Mais les questions se posent encore autour du décès de John F. Kennedy, Mario. Puis c'est quelque chose qui revient encore. Là. Puis aujourd'hui, il y en avait là, de ces éternels partisans de théorie du complot, de branche QAnon, qui sont convaincus que John F. Kennedy n'est pas mort pour de vrai, puis qui pourrait revenir à la vie, revenir au public. Il y aurait 105 ans, 100 quelques années. Ouais, il serait centenaire, Mario, mais pour ces gens-là, n'oublie pas, ils ont réponse à tout. Oui, selon eux, l'armée américaine possède des... Au-delà des théories du complot plus récentes, il y a quand même eu toujours un questionnement. Il y a même eu un film, les circonstances de la mort, Lee Harvey Oswald. Puis là, le gars qui est l'auteur des événements qui se fait assassiner lui-même. Donc, il ne pourra jamais être questionné de long en large jusqu'à sa mort sur l'assassinat de Kennedy. Lui qui, jusqu'à la fin, répétait la phrase suivante « I'm just a pigeon, I'm just a pigeon ». Je ne suis qu'un pigeon, en voulant dire « je suis le bouc émissaire de quelque chose de plus grand », avant de se faire assassiner par Jack Ruby, un tenancier de taverne qui avait des liens supposés avec la mafia. C'est une histoire qui est absolument ahurissante. Puis j'ai eu l'occasion, évidemment, dans ma série Balado, ce n'est qu'une théorie, de m'intéresser, bien sûr, à l'assassinat de John F. Kennedy. Puis je t'avoue, Mario, moi, c'est le seul épisode que j'ai réalisé dans lequel je n'ai pas de réponse claire à donner à mes auditeurs à la fin sur est-ce que c'est un complot ou pas, puis B, qui me fait re-questionner vraiment les versions officielles. Là. Est-ce qu'il y a un complot dans l'assassinat de John F. Kennedy? À la base, c'est sûr que c'est un complot, là, qu'il y ait un homme ou plusieurs autour de ça. On a comploté. Mais après ça, la théorie là, qui a été retenue à l'époque lors de la commission Warren, conclue en 1964, qui disait c'est la balle magique, c'est une balle qui est rentrée dans son dos, ressortie, frappé le gouverneur qui était en avant. C'est une histoire, honnêtement, qui semble de plus en plus invraisemblable. Et je rappelle que même si on a révélé en décembre dernier 13 000 documents sur l'assassinat de John F. Kennedy du côté de la défense américaine, la Maison-Blanche a bloqué la publication de milliers d'autres documents citant des inquiétudes concernant la sécurité nationale, ce qui fait en sorte qu'il manque encore un morceau du puzzle. Est-ce qu'on va avoir la réponse un jour? Ça reste à voir.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà